Alors, est-ce que là, c'est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Ok, super. Ça va. Alors, bonsoir à tous. Déjà, oui, effectivement, merci d'être venus vraiment nombreux. Je m'attendais vraiment pas à autant de monde pour ce soir. Alors, donc, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc, je suis Anthony Monod, prof de philo. Et donc, l'association familiale Laïque de Saint-Ouen m'a demandé de faire une petite intervention pour à la fois présenter ce qu'est l'intelligence artificielle, enfin ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, et en même temps poser la question, parce que quand on est prof de philo, on pose beaucoup de questions, poser la question de savoir s'il faut en avoir peur. Alors, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Alors, d'abord, lorsqu'on entend le mot intelligence artificielle, on a souvent déjà l'impression qu'il s'agit d'une technologie entièrement nouvelle. En réalité, l'IA est déjà présente dans notre quotidien depuis très longtemps. Les origines de l'intelligence artificielle remontent aux travaux d'un mathématicien très célèbre qui s'appelle Alan Turing dès les années 1930. En 1950, il a également proposé le célèbre test de Turing pour évaluer la capacité d'une machine à imiter une conversation humaine. Alors il a imaginé une discussion entre une machine et une personne où on aurait quelqu'un qui discute d'une part avec une machine, avec un ordinateur, et d'autre part avec quelqu'un à travers un ordinateur. Et si la personne n'était pas capable de distinguer la machine de l'être humain, alors la machine aurait réussi le test. Le terme même d'intelligence artificielle, tel qu'on l'entend aujourd'hui, il apparaît en 1956. Donc vous voyez, c'est pas non plus, c'est pas si récent que ça. Lors de la Dartmouth Workshop, qui était une grande conférence aux États-Unis à l'université de Dartmouth. Et aujourd'hui, après plusieurs décennies de progrès, l'augmentation de la puissance des ordinateurs et l'accès à d'immenses quantités de données ont permis un développement rapide de l'intelligence artificielle. Et depuis 2020, les IA génératives sont capables de produire du texte, des images, du son ou du code à partir d'une simple consigne donnée. Mais dans notre quotidien, de manière beaucoup plus simple, quand votre GPS calcule un itinéraire, quand Netflix recommande une série, quand notre téléphone reconnaît un visage ou quand il y a un filtre anti-spam qui traite vos mails, eh ben, il y a déjà de l'intelligence artificielle là derrière. Donc si on parle d'intelligence artificielle au sens large, alors elle est partout, et ce depuis déjà bien des années. Mais ce qui est nouveau, en revanche, aujourd'hui, et ce qui peut être l'objet de nos inquiétudes, c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles génératives. La différence, elle est assez simple, c'est que les anciennes IA servaient surtout à reconnaître, à classer, à calculer ou prédire, alors que les IA génératives, telles qu'on les connaît aujourd'hui, elles sont capables de produire du contenu, rédiger un texte, générer une image, traduire un document ou tenir une conversation. Alors, maintenant on peut se poser la question, comment ça marche? Comment est-ce qu'un programme informatique peut nous donner l'impression qu'on discute véritablement avec un humain? Alors, c'est pas compliqué, ça fonctionne grâce à un modèle mathématique qui est entraîné sur d'immenses quantités de données, donc des textes, des images, des sons, etc. Et pendant cet entraînement, l'intelligence artificielle apprend à repérer des régularités et des relations entre les différentes informations. Donc, lorsqu'un utilisateur donne une consigne, l'IA ne cherche pas une réponse toute faite dans une base de données, mais elle génère un contenu absolument inédit en calculant étape par étape ce qui a le plus de chances de suivre logiquement la demande. Et dans le cas d'une IA de texte, elle prédit par exemple les mots les plus probables pour construire une phrase qui a du sens et qui est adaptée à la demande. C'est pour ça qu'à chaque fois d'ailleurs qu'on utilise une IA, à chaque fois qu'on fait une recherche, à chaque fois qu'on demande quelque chose, en fait on l'entraîne. On l'entraîne de plus en plus parce qu'on lui donne des données, c'est le cas de le dire, et du coup ça l'aide, enfin ça l'entraîne à encore mieux prédire pour les fois prochaines, quoi. Donc ce qui va nous intéresser aujourd'hui là, c'est surtout cette révolution de la génération. Pour la première fois, avec les intelligences artificielles génératives,
les machines semblent capables d'accomplir certaines tâches que nous avions tendance à associer à l'intelligence humaine exclusivement, donc écrire, argumenter, créer, expliquer, etc. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors pendant longtemps, l'intelligence artificielle appartenait surtout à l'univers de la science-fiction. On la rencontrait dans les films, on voyait des robots conscients, des machines capables de dominer l'humanité, on voyait des ordinateurs qui étaient plus intelligents que leurs maîtres, etc. Et puis, presque sans qu'on s'en rende compte, au fil des années 80, 90, 2000, 2010, l'intelligence artificielle est rentrée dans notre quotidien, voilà, petit à petit. Et aujourd'hui, on en est arrivé au stade où n'importe qui peut ouvrir ChatGPT et lui demander de rédiger un texte, de résumer un livre, par exemple, d'écrire un programme informatique ou de produire une image en quelques secondes. Et c'est là qu'il y a, je crois, un véritable changement, une véritable révolution. Parce que pendant longtemps, on pensait que les machines remplaceraient surtout nos muscles, en fait. Qu'elles prendraient en charge des tâches physiques, des tâches pénibles. Et la crainte suscitée par la machine, notamment au XXe siècle, était celle de voir la machine nous remplacer au travail, à l'usine. Les métiers de bureau, disons tout le secteur tertiaire, ou les métiers dits intellectuels, même si bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire métier intellectuel, mais bon, voilà, ont donc été développés dans cette perspective-là pendant toute la fin du XXe siècle, parce que justement, on s'est dit, maintenant qu'à l'usine, on n'a plus besoin des mains des ouvriers, on va mettre les gens au travail, mais dans le secteur tertiaire. Mais le problème, c'est que maintenant, depuis quelques années, on voit apparaître des outils capables d'intervenir dans des activités que nous considérions jusqu'ici comme spécifiquement humaines. Écrire, parler, créer, raisonner, dialoguer, etc. Et c'est ça qui nous inquiète. Parce que pour certains, alors en gros, il y a deux écoles. Pour certains, l'intelligence artificielle représente une avancée extraordinaire. Elle pourrait accélérer la recherche scientifique, améliorer la médecine, faciliter l'accès au savoir ou nous libérer d'un grand nombre de tâches répétitives. Et pour d'autres, elle annonce au contraire une société de surveillance, la disparition de nombreux emplois, la manipulation de l'information aussi, voire un risque pour l'humanité elle-même, pour les plus dystopiques. Et entre ces deux positions, déjà, il faut savoir qu'il y a beaucoup de fantasmes. Parce qu'on parle énormément d'IA sans toujours savoir ce que recouvre cette expression. Donc il faut commencer par lever le malentendu qui voudrait que les intelligences artificielles fonctionneraient comme des consciences artificielles. Une intelligence artificielle n'est pas une conscience artificielle. Quand on utilise une IA, on ne discute pas avec un esprit caché dans une machine. On utilise un système mathématique extrêmement sophistiqué, entraîné sur des quantités gigantesques de données, capable de produire la réponse la plus probable à partir de ce que lui, il a déjà traité. Autrement dit, l'IA ne comprend pas le monde comme nous, on le comprend. Elle ne possède ni conscience, ni émotion, ni même intention. Mais cependant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour autant, parce que l'histoire de la technique, nous montre qu'une technique n'a pas besoin d'être consciente pour transformer profondément une société. L'imprimerie, par exemple, a bouleversé notre rapport au savoir en permettant la diffusion massive du savoir. L'usine a transformé le travail. Internet a changé notre rapport à l'information. Les réseaux sociaux ont modifié aussi notre attention, nos comportements et parfois même notre manière de débattre. Donc la question n'est peut-être pas de savoir si les machines vont remplacer notre humanité, mais plutôt de savoir ce que les êtres humains deviennent lorsque leur monde s'organise de plus en plus autour de ces technologies. Alors, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle n'est-elle qu'un outil supplémentaire dont tout dépendrait de l'usage que nous en faisons ? Ou bien constitue-t-elle une puissance technique capable de transformer notre rapport au monde, c'est-à-dire notre rapport au travail, au savoir, à la liberté, et peut-être même à notre manière de vivre ensemble ? Alors, dans un premier temps, on pourrait commencer par adopter la position, disons, la plus spontanée, et sans doute aussi la plus raisonnable. Considérer que l'intelligence artificielle n'est finalement qu'un outil. Après tout, l'être humain fabrique des outils depuis toujours, et c'est même, selon Henri Bergson, un philosophe,
l'un de ses traits les plus caractéristiques. Dans l'évolution créatrice, Bergson explique que l'homme est avant tout ce qu'il appelle un homo faber, un être qui transforme le monde en fabriquant des instruments destinés à prolonger ses capacités naturelles. Bergson nous dit que, en gros, le fait qu'on définisse l'humanité l'homme comme un homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait qu'il sait, c'est une erreur parce que ce qui définit notre humanité, c'est moins nos révolutions, nos guerres, l'histoire de nos sociétés que la pierre taillée ou les évolutions techniques, la révolution industrielle, etc. C'est ça qui définit mieux notre humanité selon Bergson. Donc, le fait qu'on fabrique des outils, le fait qu'on utilise des outils, c'est ce qui constitue véritablement notre humanité, d'après lui. Donc, l'histoire de l'humanité est inséparable de l'histoire de ses techniques. Le marteau prolonge la main. La voiture prolonge les jambes. Le microscope prolonge la vue. Et dans cette perspective, on pourrait penser que l'intelligence artificielle apparaît comme une étape supplémentaire dans cette longue aventure. Une technique qui prolonge non plus seulement notre force physique, mais aussi certaines de nos capacités intellectuelles. Et dans cette perspective, l'IA ne serait pas fondamentalement différente des autres outils. Et comme tous les autres outils, elle pourrait sembler moralement ou philosophiquement neutre. Un couteau, par exemple, est neutre. Parce qu'il peut très bien servir soit à faire la cuisine, soit à blesser quelqu'un. Internet peut permettre d'accéder gratuitement à des connaissances extraordinaires ou bien de diffuser des fausses informations. L'électricité peut faire fonctionner un hôpital ou bien une chaise électrique. On pourrait donc se dire que pour l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Le problème n'est pas la technologie elle-même, mais l'usage que nous en faisons. Et il faut reconnaître que les usages de l'IA actuellement, et donc ça c'est aujourd'hui, c'est pas futuriste, etc., les usages de l'IA sont déjà nombreux d'un point de vue, disons, plutôt positif. Dans le domaine médical, par exemple, certaines IA assistent aujourd'hui les médecins dans l'analyse d'imagerie médicale et contribuent à détecter plus précocement certaines pathologies. Dans la recherche scientifique, elles permettent de traiter en quelques secondes des quantités de données qui auraient demandé des semaines ou des mois de travail il y a encore 5 ou 10 ans. Et même sans nous en rendre compte, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais lorsqu'on utilise un GPS, par exemple, ou lorsqu'on a des recommandations musicales sur un site, ou bien les logiciels de traduction, les assistants vocaux ou encore les filtres anti-spam dans les mails, tout ça, ça montre que l'IA n'est pas un objet vraiment futuriste. Elle fait déjà partie de notre environnement ordinaire. Et dans beaucoup de cas, elle permet surtout une chose très simple, gagner du temps. Automatiser des tâches répétitives, fastidieuses ou trop mécaniques, quoi. Et une grande partie de l'histoire des techniques peut justement être comprise comme une tentative de nous libérer de certaines contraintes. Lorsqu'on utilise des outils, c'est avant tout pour gagner du temps. Quand j'utilise un marteau pour planter un clou, c'est parce que si je le faisais avec ma main, ça prendrait plus de temps, ça me ferait mal, etc. Le marteau, quand même, me fait gagner du temps. La machine à laver, par exemple, a supprimé des heures de travail domestique. Le tracteur a remplacé des efforts agricoles considérables. L'ordinateur a automatisé des calculs interminables. Et donc, l'intelligence artificielle peut s'inscrire dans cette logique-là. Utiliser la technique pour alléger certaines tâches humaines. Cette confiance dans les possibilités de la technique, on la retrouve notamment chez un autre philosophe qui s'appelle René Descartes, dans la 6e partie du discours de la méthode, où il affirme que les progrès des arts et de la science et des sciences pourraient nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Alors cette expression, comme maître et possesseur de la nature, elle est souvent mal comprise. Parce que Descartes ne pense pas à une domination brutale du monde naturel, il ne pense pas à exploiter la nature, ça c'est une expression qui n'existe pas à son époque. Mais il défend surtout l'idée que la connaissance scientifique doit permettre de réduire les souffrances humaines, de lutter contre les maladies et surtout d'améliorer les conditions de vie. La technique, ça doit surtout servir à ça. Par exemple, Descartes, il fait partie de ceux qui ont découvert au début les lois de l'optique, qui, grâce à quoi, par exemple, aujourd'hui on a des lunettes. Voilà. Pour ceux qui portent des lunettes, merci Descartes. Et donc, en gros, la maîtrise dont parle Descartes n'est pas une domination radicale de la nature, mais une connaissance approfondie. Biologiquement, l'être humain est d'abord loin d'être l'animal le plus puissant. Ça, on s'en rend vite compte.
Il court moins vite que beaucoup d'espèces, il est relativement fragile et ne possède ni griffes ni crocs impressionnants. Pourtant, grâce à la technique, il transforme le monde à une échelle sans équivalent par rapport aux autres espèces. Vous savez, c'est le fameux mythe de Prométhée. L'intelligence artificielle pourrait donc apparaître comme une nouvelle étape de cette histoire. Après avoir augmenté notre force physique, on augmente désormais certaines capacités intellectuelles. Et donc, le problème ne serait pas l'IA en elle-même. Le véritable enjeu consisterait plutôt à fixer des limites, à encadrer juridiquement certains usages, à empêcher les dérives les plus dangereuses et à conserver un contrôle, disons, politique sur ces technologies. Bref, si l'intelligence artificielle n'est qu'un outil, alors il suffirait simplement de bien apprendre à s'en servir. Mais c'est justement là qu'un doute apparaît. Parce que est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'une technologie n'est qu'un simple instrument neutre? Parce que les grandes innovations techniques ne modifient pas seulement ce que nous faisons, très souvent, elles transforment aussi notre manière de vivre, notre rapport au monde et parfois même notre façon de penser. Donc même si dire que la technique n'est qu'un simple outil neutre paraît, dans un premier temps, assez évident, on va voir maintenant que c'est peut-être une idée trompeuse. Parce qu'une technique ne change jamais seulement ce que nous faisons, elle finit aussi par changer ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes. Et ça, c'est important, parce que si on prend un exemple très simple, avant les GPS, lorsqu'on devait se rendre quelque part, il fallait observer son environnement, mémoriser des trajets, développer un certain sens de l'orientation. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, et notamment encore plus les jeunes générations, suivent une voie automatique sans même regarder les rues qui les entourent. Donc le GPS nous rend évidemment service et nous fait gagner du temps, comme toutes les techniques. Mais en même temps, il nous dispense d'exercer certaines capacités que nous utilisions auparavant. Et là-dessus, on pourrait multiplier les exemples avec n'importe quel objet technique. Les calculatrices nous font moins pratiquer le calcul mental. Les smartphones nous font moins mémoriser les numéros de téléphone. Les réseaux sociaux modifient notre attention, les plateformes de streaming changent notre manière de découvrir la culture. Autrement dit, la technique ne fait pas seulement les choses à notre place, elle modifie aussi progressivement nos habitudes et parfois même aussi nos compétences. Et ça, c'est une idée qui prend forme au XXe siècle chez un autre philosophe qui s'appelle Ivan Illich, dans un livre qui s'appelle La convivialité. Alors pour Illich, un outil est véritablement émancipateur lorsqu'il augmente l'autonomie des individus. Mais lorsqu'une société devient trop dépendante de systèmes techniques complexes, l'effet peut s'inverser. Ce qui devait nous rendre plus libres finit en fait par nous rendre dépendants. On gagne en efficacité, mais on perd en autonomie. Et l'autonomie, en philosophie, c'est la forme la plus grande de la liberté humaine. Je ne suis pas libre lorsque je peux faire tout ce que je veux, mais je suis libre lorsque je veux ce que je peux. La liberté n'est pas l'absence de contraintes, elle est la maîtrise de ses propres contraintes. Je ne suis pas libre lorsque je suis l'esclave de mes envies, de mes pulsions ou de mes désirs, enfin appelez ça comme vous voulez, mais je suis libre lorsque je suis au contraire capable de contrôler mes envies, mes désirs, mes pulsions, etc. La question n'est donc pas simplement de savoir ce qu'une technique nous permet de faire. Il faut aussi se demander ce qu'elle nous conduit peu à peu à ne plus savoir faire. Et avec les IA génératives, cette interrogation devient particulièrement importante. Parce que pour la première fois, nous commençons à déléguer non seulement des tâches physiques, mais aussi certaines activités intellectuelles. La question n'est alors plus simplement que peut faire l'IA, mais la question devient que risquons-nous de ne plus savoir faire nous-mêmes lorsque nous nous habituons à déléguer ces tâches à l'IA. Parce que pour la première fois peut-être, on commence à déléguer des tâches intellectuelles. Qu'un élève, par exemple, utilise ponctuellement une IA pour mieux comprendre un texte difficile. C'est bien, ça peut être utile. Mais si progressivement, il demande systématiquement à la machine de réfléchir à sa place, d'écrire à sa place ou de construire ses arguments à sa place, alors la question se pose. Que devient une capacité que l'on n'exerce plus? Parce qu'une aptitude intellectuelle, au final, ça marche un petit peu comme un muscle. Si on cesse de l'utiliser, elle tend à s'affaiblir. Et cette interrogation-là, j'ai pris un petit exemple, mais elle dépasse largement le cadre scolaire. Aujourd'hui déjà,
on délègue une partie croissante de nos choix aux algorithmes. Ce sont eux qui nous suggèrent les itinéraires en voiture, des films, des musiques, des informations et parfois même des rencontres. Petit à petit, les systèmes techniques organisent une partie de notre environnement quotidien. Et ça, c'est précisément ce qu'avait perçu un autre philosophe du XXe siècle qui s'appelle Martin Heidegger, alors philosophe qui avait bien des défauts, mais qui avait quand même une idée intéressante, dans un petit texte qui s'appelle « La question de la technique ». Parce que pour Heidegger, le danger principal de la technique moderne n'est pas la puissance des machines elles-mêmes, mais selon lui, toute époque possède une certaine manière de faire apparaître le monde. On ne rencontre jamais les choses de manière totalement neutre, nous les voyons toujours à travers une certaine manière de les comprendre. Alors c'est un petit peu flou, mais une technique moderne nous impose progressivement une manière très particulière de regarder la réalité. Alors pour prendre un exemple tout simple, c'est un exemple que donne Heidegger. Il prend l'exemple d'un fleuve. Pendant longtemps, et peut-être encore même pour certains d'entre nous, un fleuve peut apparaître comme un paysage, un lieu de vie, un objet de contemplation, parfois même comme une réalité sacrée dans certaines cultures. Mais lorsqu'on construit un barrage hydroélectrique, le fleuve apparaît désormais avant tout comme une réserve d'énergie qu'il faut exploiter. Le fleuve n'est plus simplement un fleuve, il devient un stock de puissance disponible. Stock qu'il faudrait exploiter. Et pour Heidegger, cette logique va finir par s'étendre à tout. La forêt devient un stock de bois. Le sol devient un gisement de ressources. Le vent devient un potentiel énergétique, avec les éoliennes. Le temps, même, devient quelque chose qu'il faut au maximum optimiser. On ne veut surtout pas perdre de temps. Les données deviennent une matière première exploitable. Heidegger appelle ça le Gestell, en allemand, qu'on peut traduire par arraisonnement. Alors il paraît que ce n'est pas une si bonne traduction, mais c'est comme ça qu'on le traduit en français. Et l'arraisonnement, c'est le fait que la technique moderne nous pousse à considérer les êtres non plus pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils peuvent produire, rapporter ou rendre disponible. Le monde apparaît alors comme un immense stock, qu'il faudrait gérer, calculer et sans cesse optimiser. Et ce qui inquiète Heidegger dans cette histoire, c'est que cette logique va inévitablement finir par s'appliquer aux êtres humains eux-mêmes. On parle déjà d'ailleurs dans les entreprises de ressources humaines. Moi j'ai détesté cette expression, ressources humaines. Je suis quelqu'un, je ne suis pas une ressource humaine. On parle de capital humain, de performance, de productivité, comme si les hommes devenaient à leur tour des éléments d'un système qu'il faudrait rendre toujours plus efficace. Et l'intelligence artificielle s'inscrit aussi dans cette logique. Parce qu'elle repose précisément sur la collecte massive de données, la prévision des comportements, l'automatisation des décisions et l'optimisation permanente des processus. Le problème n'est donc pas simplement que l'IA fasse certaines choses à notre place, mais le problème est qu'elle risque de renforcer une vision du monde dans laquelle tout apparaît d'abord comme quelque chose qu'il faut calculer et exploiter, et rendre performant. L'IA n'est donc pas simplement un outil parmi les autres. Elle participe aussi à une certaine manière d'organiser la société. Et c'est pour ça que ça nous inquiète. C'est ici qu'apparaît l'une des grandes sources d'inquiétude. Parce qu'évidemment, vous avez bien compris le rapport au travail. De nombreux métiers, déjà, voient certaines de leurs tâches être automatisées. La comptabilité, la traduction, le graphisme, la rédaction, l'assistance juridique, l'analyse de données ou encore certains services clients sont, eux, déjà concernés. Mais quand on y réfléchit bien, en fait, cette réaction cette réaction de crainte face à ces métiers face à cette intelligence qui remplace nos métiers, elle est assez bizarre, elle est assez étrange. Parce qu'après tout, pourquoi la perspective de voir une machine travailler à notre place nous inquiète autant ? Depuis des siècles, les êtres humains cherchent précisément à se libérer des tâches pénibles et répétitives. Cette aspiration est vraiment, depuis toujours, presque on pourrait dire, est très ancienne. Dans l'Antiquité grecque, déjà, l'idéal du citoyen grec
n'était pas de travailler davantage, au contraire. Chez Aristote, par exemple, le travail appartient au domaine de la nécessité, alors que l'idéal du citoyen est de disposer de suffisamment de temps pour s'adonner aux activités qu'ils appellent nobles, comme la politique, la philosophie, l'amitié, la contemplation, etc. Le travail est une activité réservée aux esclaves. Plus tard, à la Renaissance, dans un livre qui s'appelle Utopia, écrit par Thomas More, il imagine déjà une société où chacun travaille peu parce que le travail est partagé entre tous. Les habitants d'Utopie, donc c'est dans son livre, ne travaillent que quelques heures par jour et consacrent le reste de leur temps à l'étude, à la culture, aux loisirs, etc. Mais en tout cas, ils ont du temps libre. Et c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, même Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières français, lorsqu'il écrit Les rêveries du promeneur solitaire, il décrit ce qui est selon lui son idéal de bonheur. Eh bien, les moments les plus heureux de son existence, lorsqu'il décrit ça, eh ben, c'est pas au travail derrière une chaîne de montage. Il se voit seul, sur le lac de Bienne, allongé dans une barque, porté par le mouvement de l'eau, sans autre préoccupation que le simple plaisir d'exister. Autrement dit, pendant une grande partie de l'histoire de la pensée, l'idéal n'a jamais été de travailler toujours plus. Personne ne veut travailler toujours plus. L'idéal est plutôt de se libérer progressivement de la nécessité pour pouvoir consacrer davantage de temps à des activités librement choisies. Avoir du temps libre, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais ça veut dire faire ce qu'on veut. Alors, pourquoi est-ce que l'automatisation nous inquiète ? Pourquoi est-ce que ce qui aurait pu apparaître comme l'accomplissement d'un vieux rêve humain est souvent vécu comme une menace ? Eh bien, c'est sans doute parce que dans nos sociétés modernes, le travail n'est pas simplement une activité parmi tant d'autres. On a progressivement construit un monde dans lequel l'accès aux ressources nécessaires pour vivre, donc manger, dormir, boire, etc., dépend du travail. Dès lors, lorsqu'une personne demande « l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer mon métier ?», sa peur n'est pas vraiment celle de travailler moins. Tout le monde adorerait travailler moins. Sa peur est de perdre les conditions matérielles qui lui permettent de vivre avec son emploi actuel. Et c'est ici que le problème se déplace. Le problème n'est peut-être pas que les machines travaillent à notre place. Le problème est qu'on a organisé toute la société de telle manière que la disparition du travail apparaît immédiatement comme une menace, alors qu'elle aurait pu être perçue comme une libération. En fait, la réponse, tout le monde la connaît. Nous craignons de perdre notre emploi parce que le travail est devenu la condition d'accès à une grande partie des ressources nécessaires pour vivre. Et pourtant, historiquement, ça n'a rien d'évident. On a souvent l'impression, parce que c'est quelque chose qu'on nous a un peu, on a été habitué à penser comme ça, on a toujours l'impression que le travail doit occuper une place centrale dans nos sociétés. Comme si ça avait toujours été normal de définir les individus par leur profession et de faire du travail la principale condition d'accès aux ressources nécessaires pour vivre. Or, ça, il y a une sociologue et historienne du travail qui s'appelle Dominique Méda, dans un beau livre qui s'appelle « Le travail, une valeur en voie de disparition », point d'interrogation. Elle montre que cette vision est relativement récente. Alors, elle montre, pendant toute une longue historiographie de l'histoire du travail, que, par exemple, les sociétés de chasseurs-cueilleurs, donc il y a très très longtemps, ne travaillaient que 2 heures par jour, environ. Ça nous paraît pas logique, parce qu'on se dit non, les chasseurs-cueilleurs, ça devait quand même fallait chasser, etc. C'était difficile, donc ils devaient travailler beaucoup. Pas du tout. Parce que quand on dit chasseurs-cueilleurs, on a souvent l'image, vous savez, des chasseurs de mammouths avec les lances qui vont chasser, etc. Alors qu'en fait, dans chasseurs-cueilleurs, il y a surtout cueilleurs. Et, croyez-le ou non, mais les arbres, ils courent pas vite. Donc, quand on cueille, on sait où c'est. Donc, en fait, on bouge pas beaucoup. Et puis surtout, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, il faut aussi comprendre que les besoins aussi sont très très réduits par rapport à nous aujourd'hui. Donc moins on a de besoins, moins on a besoin de travailler. Ensuite, quand on évolue un petit peu plus jusqu'à nous, dans l'Antiquité grecque, le travail, je l'ai déjà dit, est loin d'être valorisé.
Les citoyens libres consacrent leur temps à la politique, à la philosophie, aux affaires de la cité. Mais le travail productif est principalement laissé aux esclaves. Aristote considère même que l'activité véritablement humaine commence lorsqu'on est libéré de la nécessité de travailler pour survivre. Ça veut dire que selon Aristote, aujourd'hui, personne ne serait libre. Personne ne serait véritablement humain. Ensuite, au Moyen-Âge, quand on évolue un petit peu, le travail existe évidemment, le travail au champ notamment, mais il n'est pas encore considéré comme le fondement de l'identité individuelle. Les sociétés sont structurées avant tout par l'appartenance à une communauté ou à un ordre religieux. Ce n'est véritablement qu'à partir du XVIIIe et du XIXe siècle que le travail va progressivement devenir une valeur, et une valeur centrale. Avec la révolution industrielle, le développement du salariat avec l'essor du capitalisme, le travail devient peu à peu le principal moyen de produire des richesses, mais aussi de distribuer des revenus. Puis au XXe siècle, ce mouvement s'accentue encore, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque on crée quelque chose qui s'appelle la sécurité sociale. Parce qu'en 1945, lorsqu'on crée la sécurité sociale, ça renforce le lien entre le travail et la protection sociale. Une grande partie des droits sociaux est désormais financée par les cotisations issues du travail salarié. Et ça, c'est vraiment très très important à comprendre. Parce que peu à peu, on a construit une société dans laquelle travailler ne signifie plus simplement produire quelque chose, mais travailler devient aussi la condition d'accès à la retraite, au chômage, à une assurance maladie et à de nombreux droits sociaux. Et vous avez vu, l'expression droits sociaux ici, elle est très intéressante parce que comment est-ce qu'un droit peut être conditionné par le travail? C'est quand même pas tout à fait normal. Normalement, un droit, c'est un droit. Si vous voulez, on n'est pas obligé de travailler pour avoir le droit de la liberté d'expression, par exemple. Alors pourquoi est-ce que le chômage devrait être fondé sur le travail? C'est quand même pas tout à fait logique. Autrement dit, nous avons progressivement au fil de l'histoire, alors là je suis allé un peu vite évidemment, on est obligé, sinon ça durerait 1000 ans, mais on a progressivement fait du travail la principale porte d'entrée dans la citoyenneté sociale. Et c'est pourquoi l'automatisation nous inquiète autant. Lorsque quelqu'un affirme « j'ai peur que l'intelligence artificielle remplace mon métier », il n'exprime pas simplement la peur de perdre une activité, il exprime aussi la peur de perdre les conditions matérielles qui lui permettent de vivre. Parce que si nous avions organisé notre société autrement, si l'accès aux ressources n'était pas aussi fortement conditionné par l'emploi, alors l'automatisation apparaîtrait peut-être davantage comme une libération plutôt que comme une menace. Comme le montre un autre philosophe qui s'appelle André Gorz dans un livre qui s'appelle « Les métamorphoses du travail », le travail salarié est devenu progressivement le principal moyen d'intégration économique et sociale. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la création de la sécurité sociale, du coup, ce lien se renforce encore davantage. Et peu à peu, on a fini par considérer comme normal qu'il faille travailler pour avoir le droit de vivre dignement. Le problème n'est donc peut-être pas que les machines travaillent. Le problème est que nous avons organisé toute notre société de telle manière à ce que chacun dépende du travail. Et donc dès lors, l'intelligence artificielle peut être regardée autrement, à l'aune de cette nouvelle idée. Si nous en restons dans une société où chacun doit absolument vendre sa force de travail pour vivre, alors l'automatisation sera inévitablement vécue comme une menace. Et alors dans ce cas, effectivement, il faut en avoir peur. Mais si les gains de productivité que nous permet l'IA permettent de réduire le temps de travail, de partager davantage les richesses et garantir à chacun les conditions matérielles d'existence dont il a besoin, alors la disparition de certains emplois apparaîtrait peut-être comme une libération plutôt que comme une catastrophe. La question n'est donc pas simplement l'IA va-t-elle remplacer des métiers, mais la question est surtout que faisons-nous collectivement des gains de productivité qu'elle permet? Alors, pour finir, faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Au fond, peut-être que ce n'est pas la bonne question. Parce que ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle n'est ni une conscience artificielle, ni une force un peu mystérieuse qui déciderait seule de notre avenir.
l'intelligence artificielle est une technique. Une technique, bien entendu, particulièrement puissante, capable d'automatiser certaines tâches intellectuelles, comme d'autres techniques ont auparavant automatisé des tâches physiques. Mais comme toutes les grandes innovations techniques, elle transforme aussi notre manière de vivre, de travailler, d'apprendre, et même parfois de penser. La question décisive devient alors la suivante. Que voulons-nous faire de cette puissance? Si l'IA sert uniquement à produire davantage, à accélérer davantage et à concentrer davantage les richesses et le pouvoir, alors elle risque effectivement d'aggraver certaines difficultés déjà présentes dans nos sociétés. On n'a pas attendu l'IA pour avoir des problèmes de chômage, d'accès à l'emploi, etc. Mais si les gains de productivité qu'elle permet sont utilisés pour réduire le temps de travail contraint, améliorer les conditions de vie et donner à chacun davantage d'autonomie, forme la plus pure de la liberté en philosophie, alors elle pourrait représenter effectivement une avancée considérable. Au fond, ce qui nous inquiète aujourd'hui, ce n'est pas simplement l'intelligence artificielle elle-même. C'est le fait que nous avons construit toute notre société dans laquelle le travail est devenu la condition d'accès aux ressources nécessaires pour vivre. Plutôt que de nous demander comment préserver à tout prix chaque emploi existant, on pourrait se demander comment utiliser ces nouvelles capacités pour libérer du temps humain. Car depuis les Grecs jusqu'à André Gorz, une même question traverse l'histoire. Que faisons-nous lorsque nous sommes libérés de la nécessité? Que faisons-nous lorsque nous avons du temps? Et l'intelligence artificielle nous place peut-être aujourd'hui devant cette question d'une manière nouvelle. Non pas comment empêcher les machines de travailler, mais que voulons-nous faire du temps qu'elles pourraient nous permettre de gagner? Merci beaucoup de m'avoir écouté.